RCN. Le son de la différence. – 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Épi c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation thérapeutique en termes d'épilepsie avec nos invités. Bienvenue, on est ensemble et en direct jusqu'à 11h. 10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout. Et que de monde autour de cette table et bientôt au téléphone avec nous aussi. Aurore, bonjour. Bonjour Thomas. Aurore de l'équipe Relais Handicap Rare. Oui. Tu peux nous réexpliquer en quelques mots ce que c'est que cette équipe Relais Handicap Rare ? Alors en fait on intervient auprès de personnes qui sont en situation de handicap rare justement. Ça va toucher l'épilepsie sévère notamment ou la surdicécité pour donner quelques exemples. D'accord. Et on va intervenir pour leur permettre d'améliorer leur parcours de vie. Très bien. Et sensibiliser également les professionnels et les gens. Et puis vous êtes porteur de l'émission Et puis c'est tout, à à nos côtés depuis maintenant bientôt 2 ans. Oui. Et on est très heureux de poursuivre l'aventure ensemble. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler de l'éducation thérapeutique. On va définir ensemble ce qu'est l'éducation thérapeutique, ce que ça apporte également. Dans quelques instants, nous devrions avoir au téléphone Véronique Stadt, qui est infirmière référente ETP au CHU de Strasbourg. Mais en attendant, je présente nos 2 témoins. Je vais commencer par Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Léa, vous êtes donc vous-même, vous souffrez d'une épilepsie. C'est ça, une épilepsie temporale droite. D'accord. Dans la mémoire. Ok. Donc ça. Et, Parlez bien près du micro si vous voulez. Okay. Pardon. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Diagnostiqué il y a 4 ans maintenant, Ouais. mais des crises depuis au moins 13 ans. D'accord. Donc voilà. Et vous avez suivi de l'ETP. J'ai fait de l'ETP pendant quelques années. Et vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, C'est on en ça. reparlera ensemble. Également avec nous Florent. Bonjour Florent. Bonjour, Bienvenue à vous. merci. Vous-même également, vous souffrez d'une épilepsie. Oui, de même, temporale, gauche, et moi ça atteint la zone du langage, D'accord. précisément. Et diagnostiqué il y a 7 ans maintenant. Très bien. Voilà. Et J'ai vous, 34 ans. vous avez 34 ans. Et vous avez suivi, alors vous nous le raconterez tout à l'heure, mais 2 séances, je crois, de TP. C'est ça. Et vous nous direz ce que ça vous a apporté, comment ça s'est passé. Le but pour nous, évidemment, c'est de comprendre ce qu'est l'éducation thérapeutique. Je le disais, dans un instant, nous devrions avoir donc Véronique Stadt, qu'on n'arrive pas à joindre pour l'instant. Je vous propose qu'en attendant, peut-être on écoute ensemble le micro-trottoir. Vous êtes allé poser des questions dans la rue. Je me tourne. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Marie-Agnès. Le micro, il faut appuyer sur le bouton. Marie-Agnès. Allez-y. Voilà, Voilà. ça marche. Marie-Agnès. Tout à fait. C'est bon, ça fonctionne. Ah. Voilà. Et donc, les questions que vous avez posées dans la rue aux gens, c'était quoi ? Alors, on a posé la première question, c'était qu'est-ce que l'ETP pour l'éducation thérapeutique ? Est-ce que vous connaissez l'éducation thérapeutique ? Eh bien, on écoute les réponses maintenant. Je sais pas ce que c'est que l'éducation thérapeutique, ça va être difficile de répondre à la question. Non, je connais pas. C'est éduquer le patient à bien prendre son traitement. Oula, c'est compliqué votre question. Thérapeutique, déjà, c'est un mot compliqué, donc c'est un truc de médecine, évidemment, mais c'est les posologies, les traitements, C'est permettre aux patients qui souffrent de pathologies psychologiques de mieux connaître leurs symptômes et de mieux connaître leurs maladies et de pouvoir trouver des astuces pour justement pallier aux symptômes et puis progresser dans leur vie. Je pense que c'est une éducation qui permet aux personnes qui sont atteintes de problèmes, c'est comme une sorte de thérapie, je pense, d'où le terme thérapeutique du patient. Oui. Je pense que c'est une éducation différente de l'éducation qu'on connaît aujourd'hui pour permettre à aider ces personnes qui ont besoin d'aide, aux personnes qui ont peut-être des problèmes, déficience mentale, tous ceux qui ont des troubles psychologiques. C'est informer, sensibiliser au parcours de soins du patient pour qu'il s'intègre pleinement dans son parcours de soins. L'éducation thérapeutique, j'ai envie de dire prendre ses sens dans le côté végétal. Prendre ses sens dans le côté végétal. Oui, c'est quand même tout un programme là de ce qu'on entend.
C'est effectivement. Bon, il y a l'imagination. Je suis pas sûr que là on tienne la bonne réponse. On entend quand même pas mal de choses sur l'éducation thérapeutique. Il y avait même plutôt une définition assez précise. J'entendais Marie-Agnès qui disait que c'était vraiment apprendre finalement à vivre avec sa maladie et son traitement, c'est ça Oui, c'est ça. Ce patient, donc cette personne du moins du public pensait que voilà, c'était apprendre. Donc c'était aussi l'aspect éducation. Donc on se demande un petit peu comment prendre cette éducation. Est-ce que c'est quelque chose de éducatif ou alors c'est simplement des conseils appropriés par rapport à l'état du patient. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Léa, Florent, de ce qu'on vient d'entendre, il y a des choses qui vous font réagir ou des choses qui vous paraissent justes ou au contraire pas justes. Léa, j'avais surtout l'impression que c'était beaucoup... que les gens pensaient que c'était surtout lié au rapport des maladies psychologiques ou quoi, alors que c'est lié à plein de maladies. Ça peut être à la fois les cancers, tout ce qui est maladie chronique en vrai. Donc c'est pour ça que c'est ce dont j'ai pensé. C'est vrai que c'est assez lié. Et c'est pas que de l'éducation, c'est apprendre. Du coup, c'est de l'éducation à vivre avec sa maladie soi-même et avoir son rythme avec ça. On aura tout à l'heure Véronique Stadt, qui est infirmière référente OTP, qui nous redéfinira clairement ce que ça signifie effectivement. Mais ce que vous dites est assez juste. On a entendu beaucoup de gens qui voyaient l'aspect éducation psychologique. On entendait aussi quelqu'un qui disait c'est éduquer à bien prendre le traitement. Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou est-ce qu'on sait déjà le prendre, mais ça va au-delà, Florent, pour réagir à ce que disait ce monsieur? C'est même très important puisque le traitement dans le cadre d'une maladie chronique, c'est quelque chose qu'on prend absolument tous les jours. Donc même si tout au début de la maladie, le neurologue ou en tout cas le praticien nous explique comment faire, quand c'est quelque chose qu'on prend 2-3 fois par jour, au bout d'un moment on oublie un petit peu. Donc réapprendre ou apprendre à bien le prendre, c'est absolument important. Ouais. Ça fait partie de l'éducation thérapeutique. Marie-Agnès ou Aurore, des réactions à ce qu'on vient d'entendre? Oui, c'est aussi comment réagir justement au quotidien si on a oublié un traitement, quoi faire au quotidien. Oui. On verra aussi précisément jusqu'où peut aller l'éducation thérapeutique dans quelques minutes. Marie-Agnès, la deuxième question que vous avez posée aux gens dans la rue. Alors, par qui... Le temps de retrouver la question, Marie-Agnès. Oui, le temps de retrouver. Par qui pensez-vous que les programmes soient réalisés et animés? Les médecins, les éducateurs qui sont spécialisés là-dedans. Le monde médical, peut-être. Théoriquement, ça devrait être par en premier lieu, le médecin traitant de la personne, s'il y en a. Deux, ça peut être aussi par les associations locales spécialisées sur le sujet, et le CHRU notamment, et le centre spécialisé de l'épilepsie. Par le CPN, il y en a qui sont organisés par le CPN à Lexou. Oui. Je dirais des groupes de médecins. Je dirais des dreadlockers. C'est le cliché. Dreadlockers, moi je dirais des gens de la nature, vraiment, des herbalistes, dreadlockers. On entend encore beaucoup de choses. Le CPN revient. Dreadlockers, j'ai pas bien compris la. C'est par rapport surtout au monsieur qui avait dit qu'il fallait prendre de l'herbe. Ah oui, c'est ça. Il continuait dans son témoignage. On a vraiment quelqu'un pour qui effectivement c'est important les plantes, on va dire. Ça peut être thérapeutique dans certains cas. Alors, cela dit, on en reparlera dans quelques instants et je la salue avec Véronique Stadt. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Voilà, on vous prend de façon un petit peu archaïque avec un téléphone portable parce qu'on a des petits soucis techniques. Pas de soucis. Voilà. Et je disais donc à l'instant, il y a un monsieur dans le micro-trottoir qui nous parlait de l'usage des plantes en éducation thérapeutique. Ça vous fait réagir, ça, Véronique ? Alors nous sur Strasbourg, c'est vrai qu'on n'utilise pas du tout les plantes. Alors peut-être que il y a des programmes, ça je ne suis pas au courant puisque moi je suis vraiment que sur mon programme en épilepsie pédiatrique. Donc a priori effectivement, on va éviter pour l'instant tout ce qui est CBD quand on est sur des enfants, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé peut-être chez les adultes, ça. Peut-être qu'il y a des programmes spécifiques pour certaines pathologies, mais à vérifier. Alors, on entendait il y a quelques instants, effectivement, et Léa, vous le disiez, quelqu'un qui dit qu'au CPN, on dispense, donc Centre Psychothérapique de Nancy, on dispense de l'éducation thérapeutique. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un vrai rapprochement qui est fait entre l'éducation thérapeutique et les maladies psychiques. Oui.
Alors en fait, c'est l'éducation thérapeutique. Allez-y. Ouais. Elle est proposée pour tous les patients avec maladies chroniques. Alors, patients, famille et aidants. Donc, on englobe vraiment la totalité, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux patients d'acquérir et de maintenir des compétences pour gérer au mieux leur vie, donc justement avec cette maladie chronique, mais aussi de les aider, eux, la famille, à comprendre cette maladie, les traitements, pour en fait avoir une finalité de les maintenir au mieux et d'améliorer leur qualité de vie, en fait. Ouais. On reviendra sur la définition. Oui, ça a été... Désolée, je vous coupe. Je vous en prie. Et en fait, effectivement, c'est l'ETP, donc ce qu'on appelle l'ETP, a été défini par l'Organisme mondial de la santé depuis 1996. Et en France, ça a été défini juridiquement dans le Code de la santé publique depuis 2009. Bon, on reviendra précisément sur ce que englobe l'ETP dans quelques minutes. La dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Marie-Agnès, c'était... Selon vous, quels sont les bénéfices de l'éducation thérapeutique du patient pour la personne épileptique et pour son entourage? Donc on a eu à chaque fois 2 récits. Genre une meilleure connaissance de ce qu'il vit tous les jours, comment vivre avec sa maladie, comment vivre sereinement avec sa maladie. Peut-être voir du monde, peut-être des groupes de malades qui ont la même pathologie, par exemple. Être un peu mieux dans leur tête, je pense aussi. Et justement, c'est ce soutien mental, moral et psychologique qui leur permettra d'évoluer par la suite. Ce serait un bénéfice pour lui puisqu'il apprendrait à quoi sert son traitement et bien le suivre, pourquoi c'est important. Dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de gros risques sur l'épilepsie. Simplement, il faut savoir comment être accompagné, quoi. Son bien-être, en fait. C'est de mieux se connaître, en fin de compte, de mieux connaître sa pathologie et puis de trouver les moyens qui lui permettent de lutter contre certains symptômes, de les admettre aussi, de les comprendre, et ça lui apporte une meilleure qualité de vie. Le bénéfice, il est pour tout le monde, en fait. À partir du moment où lui va mieux, il va en faire profiter les autres, puisque les autres n'auront plus à s'inquiéter pour lui. Ça va de pair avec l'aidant familial qui le suit complètement. C'est comment aussi intégrer l'aidant dans la démarche de son accompagné et aussi permettre à l'aidant de mieux vivre aussi la maladie dans le quotidien. Si la personne va mieux, les aidants sont un petit peu moins sollicités. Les familles ne sont peut-être pas capables, ne sont pas spécialisées pour gérer ce type de thérapie, et donc c'est là qu'il faut demander de l'aide aux personnes les plus professionnalisées là-dedans pour justement les aider à devenir meilleurs. On les aide à comprendre la pathologie du malade. On entend beaucoup de choses dans ce micro-trottoir. J'ai quand même l'impression que quand on écoute les gens, le but de l'ETP, c'est vraiment d'apprendre à mieux se connaître. Et à mieux connaître sa maladie. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est mieux se connaître sa maladie pour mieux pouvoir vivre avec. Et mieux faire connaître. Et ça englobe plein de choses. Ça englobe notamment la thérapeutique, mais pas que ça. Bon, et vous allez nous réexpliquer tout à l'heure tout ce que ça englobe effectivement l'ETP. Marie-Agnès, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ce qu'on vient d'entendre du micro-trottoir ? Oui, parce que l'ETP n'est pas ouverte qu'aux patients, elle est ouverte aussi à son entourage. Et c'est important pour l'entourage de comprendre de quoi souffre son proche. Et ça, on l'a entendu effectivement dans le micro-trottoir, et Véronique Stadt nous le disait tout à l'heure, c'est aussi accompagner les familles et les aidants. Oui, pour ne pas qu'il y ait de surprotection. Léa, vous qui avez suivi de l'éducation thérapeutique, votre famille aussi en a bénéficié de cette éducation thérapeutique ? Oui, surtout les premières séances, que c'était au début dès que j'ai connu que j'étais épileptique. Ma mère est venue à pas mal de séances, surtout celle sur l'opération de l'épilepsie, pour l'aider à comprendre. On a fait plusieurs. Et c'est vrai que du coup, parler avec des gens... Mais c'est vrai qu'on parle souvent de médecins, par exemple, qui fait l'éducation, mais on parle pas souvent des infirmières aussi, qui en général, ce sont elles qui organisent ces séances et qui les font dérouler. Et c'est vrai que c'est plus simple aussi d'un côté de poser des questions. Et ma mère, en tout cas, ça l'a beaucoup rassurée, même pour la prise des traitements, si jamais moi je les oublie. Ouais. Parce que c'est lié à la mémoire, et des fois, si j'ai pas de rappel ou quoi, elle peut me le dire, reprends ça. Et si je l'oublie vraiment, elle me dit maintenant c'est dans 12 heures. On va réexpliquer tout ça, et Véronique, vous nous repréciserez un petit peu jusqu'où l'éducation thérapeutique permet aussi de mieux gérer la prise de traitement. D'autres réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre du micro-trottoir il y a quelques secondes, Florent ? Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est les patients experts.
mais je pense que Léa pourra mieux en parler que moi, puisqu'ils font aussi partie des personnes qui participent à ces ateliers, et c'est très important, puisque tout est dans le nom, hein, c'est des patients qui parlent eux-mêmes de leur maladie, comme nous on est en train de le faire ici autour de cette table un petit peu. Oui, on a entendu parler quand même tout à l'heure de la notion de groupe de malades qui se retrouvent, ça a été dit au tout début du micro-trottoir. Ouais. Donc ça peut effectivement avoir un intérêt de se retrouver à plusieurs pour partager des expériences. Ouais, voilà, c'est ça. On va en reparler dans un instant. Véronique, je rappelle, vous êtes infirmière référente ETP au CHRU de Strasbourg. Dans un instant, je vous propose... Oui. Et membre du conseil d'administration de l'association Épilepsie France. Eh ben voilà, c'est bien, vous avez raison de le préciser, effectivement. Dans un instant, vous allez nous redéfinir précisément c'est quoi l'ETP, que ce soit en termes d'épilepsie, parce qu'on est sur une émission qui traite des épilepsies, mais peut-être plus généralement. Le temps pour nous juste d'écouter le premier titre qui a été choisi, je crois que c'était Zoé Wiss. Qu'est-ce qui avait choisi ce titre ? C'est moi. C'est vous. Et pourquoi ce titre qui s'appelle Contrôle ? Quelle est la raison de ce choix, Véronique ? En fait, Zoé Wiss est une jeune fille qui a eu une épilepsie dans son enfance, et à travers le texte de cette chanson, elle parle de cette problématique de contrôler l'épilepsie, de se lâcher prise quand il y a une crise d'épilepsie. Et je trouve que c'est une très belle chanson. Eh ben, on l'écoute maintenant sur RCN et on revient dans un instant pour poursuivre nos échanges autour de l'éducation thérapeutique dans le cadre des épilepsies. Bienvenue sur RCN, on est ensemble en direct jusqu'à 11h. RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est. Et ce matin, on parle de l'éducation thérapeutique en termes notamment de suivi pour les personnes épileptiques. On est avec Véronique Stadt, qui est, je le rappelle, infirmière référente ETP au CHU de Strasbourg. Et vous l'avez dit, administratrice, c'est ça ? J'ai pas noté. Je fais partie du conseil d'administration de l'association Épilepsie France. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et alors, donc à Strasbourg notamment, vous avez mis en place l'éducation thérapeutique. Vous, je crois, c'est en pédiatrie d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, nous, à Strasbourg, on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle Éducation thérapeutique de l'enfant et de l'adolescent avec épilepsie. C'est un programme qui a été déposé à l'ARS en 2016 par Docteur de Saint-Martin. Alors, nous, on a une grande équipe puisque les programmes de TP sont portés par notamment médecins, mais participent également des équipes multidisciplinaires. Et chez nous participent donc médecins, pharmaciens, psychologues, neuropsychologues, diététiciennes et infirmières. D'accord. Donc voilà. Alors en un mot, avant d'aller plus loin sur ce que vous mettez en place pour les enfants et les ados à Strasbourg, qu'est-ce que c'est si on devait définir l'éducation thérapeutique ? Alors peut-être déjà généralement, et puis après en reparlant plus précisément des épilepsies. Alors donc, l'éducation thérapeutique, ou ETP, donc, a été définie par l'OMS en 1996 par un texte, et elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Le but étant vraiment de les aider, eux, ainsi que leurs familles. Donc, on inclut bien les familles à comprendre leur maladie et leur traitement. Et tout ça, ça aide à les maintenir et à améliorer leur qualité de vie. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure, en France, l'ETP a été défini juridiquement dans le Code de la santé publique en 2009. Alors, de façon pratico-pratique, quand on entend qu'effectivement le but c'est de mieux vivre avec sa maladie, de mieux gérer son traitement, ça se passe comment, l'ETP ? Alors, donc pour faire de l'ETP, il faut déposer un programme à l'ARS. D'accord. C'est tout un programme à monter via un cahier de charges et qui est construit avec un référentiel national. Donc pour l'épilepsie, le référentiel national en fait a été rédigé en 2014 avec la Ligue française contre l'épilepsie. D'accord. Ensuite, pour mettre en place un programme, il y a différentes étapes dont il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'avec le patient, il faut faire un bilan éducatif partagé, un entretien qui permet vraiment d'identifier les besoins, les attentes et aussi les compétences à acquérir pour le patient. Ensuite, on identifie les besoins, mais toujours avec le patient, puisqu'il faut que lui, il adhère vraiment. C'est pas nous qui imposons. Hein.
Et ensuite, une fois que les besoins sont identifiés, en fait, on propose des séances d'ETP. Donc, soit en individuel, soit en collectif, en fonction de ce qui est mis en place par l'équipe. Et on termine toujours par une évaluation, puisque l'important est de savoir si le patient a bien acquis les compétences. Donc voilà. Et si jamais il y a des choses qui sont à revoir, c'est pas grave. On refait un point dans un second temps. Et alors, si je comprends bien d'abord, c'est sur la base du volontariat ? Oui, tout à fait. C'est sur la base du volontariat. Et donc, si pour bien cerner les choses, vous partez du besoin. C'est-à-dire qu'en fait, chaque patient peut avoir des besoins différents et vous proposez systématiquement un programme qui soit individuel ou collectif qui va pouvoir répondre à ces besoins-là ? Alors, donc, en individuel, donc c'est vraiment ciblé aux patients et via le bilan éducatif. Et en collectif, nous, alors sur Strasbourg, on fait des ateliers pour des jeunes collégiens ou pour des lycéens qui sont en âge de la transition. Et alors du coup, les ateliers avec les lycéens, en fait, on fait participer nous l'équipe de neurologie adulte. Et donc c'est sur des après-midi, on propose différents ateliers, dont alors le médecin va parler de la maladie, des traitements, psychologue, neuropsychologue va parler du vécu et du ressenti, puisque ça souvent on n'en parle pas lors des consultations, tout ça, mais c'est une partie très très importante et qui revient souvent. Et puis avec les infirmières, nous on a créé un jeu qui s'appelle l'Epilepto, et c'est un jeu de loi très ludique où en fait on va aborder les différentes thématiques sur l'épilepsie, que ce soit les connaissances, les traitements, la conduite à tenir. On parle de la vie adulte, enfin plein de thématiques sont abordées à travers ce jeu. Et ces après-midi, après, on les finit souvent par un goûter et un temps d'échange. Et en fait, les patients sont souvent ravis de venir, quoi. Enfin, ils repartent avec le sourire. Même si parfois les adolescents, quand ils viennent, vont venir à l'hôpital, c'est un peu entre guillemets. C'est jamais très... On n'a jamais très envie d'y aller. On est d'accord, mais du coup ils repartent toujours avec le sourire, ils échangent des numéros de portable. Moi je trouve ça génial, quoi. Oui, alors j'entends ce que vous dites, et d'ailleurs c'est ce que nous disait Florent tout à l'heure, qui relevait du micro-trottoir, ou qui trouvait pas assez dit d'ailleurs. C'est l'importance d'être en groupe avec peut-être des patients qui vivent la même chose que nous. C'est quelque chose que vous mettez du coup en place, j'imagine. Le collectif, c'est un peu l'intérêt aussi de ces ateliers collectifs. C'est justement le fait, parce que souvent on se dit, quand on a une pathologie chronique, on se dit on est le seul dans la situation, enfin personne ne comprend et tout ça, alors que quand on est entre pairs, puisque nous on fait les ateliers, donc les ados sont ensemble dans un groupe, les adultes dans un autre groupe, dans une pièce à part, ce qui permet vraiment de libérer la parole et de pouvoir dire des choses que souvent sont pas dites quand l'enfant est à côté ou le parent est à côté, parce qu'on a peur. Parce que voilà, il y a souvent plein de choses et de vécus qui font que c'est parfois un petit peu difficile, quoi. Et puis ce qui est important aussi, c'est que nous on intègre, comme disait tout à l'heure une personne, une patiente experte qui fait partie de l'association Épilepsie France et qui elle aussi a un vécu. Et du coup le fait que ces ados ou les parents puissent discuter avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose ou qui vit la même chose au quotidien, c'est hyper enrichissant, quoi. Et vous parlez tout à l'heure donc des familles et des aidants. D'abord, vous diriez que c'est important aussi que les familles, les aidants s'impliquent dans l'éducation thérapeutique ? Alors, en pédiatrie, je trouve ça primordial, puisque quand ils sont petits, les enfants, c'est vraiment les parents qui gèrent. Mais les parents ont toujours un petit peu de mal à lâcher prise. Je suis maman moi-même, et c'est vrai que lâcher prise, couper le cordon, c'est jamais évident. Mais effectivement, en intégrant les parents, l'adhésion est d'autant meilleure, puisque souvent les adolescents, à un moment donné de leur devenir adulte, ils remettent plein de choses en question. C'est l'adolescence, une partie de la définition de l'adolescence. Et du coup, en ayant des parents qui sont derrière et qui puissent les soutenir, c'est un mieux. Et du coup, c'est vrai que nous, on implique les parents dans le TP. J'allais dire aussi, le parent, même s'il connaît la maladie de son enfant, il la comprend peut-être pas, ou comprend peut-être pas forcément ce que ça implique aussi chez l'enfant. Est-ce que c'est l'occasion peut-être parfois de faire comprendre aux parents ou aux aidants
peut-être plus psychologiquement ce que vit le patient. Tout à fait. C'est vrai que les parents, eux, ils voient la crise ou les crises d'épilepsie. Les patients, ils vivent leur crise, ce qui est tout à fait différent. Et j'ai souvent des adolescents qui me disent oui, moi la crise je l'ai vécue, je me souviens de rien, voilà, c'est pas grave. Alors que la maman à côté est en pleurs parce qu'elle a cru perdre son enfant. Donc c'est vrai que pouvoir en parler lors d'ateliers collectifs entre pairs, savoir que d'autres parents ont vécu ce genre de situation, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir vivre avec, pour pouvoir passer par-dessus tout cela, c'est important, quoi. Et aussi pour les adolescents de savoir que, ok, moi je fais un type de crise, mais finalement le copain ou la copine qui est là, elle fait des crises différentes. Ah ben tiens, ça existe. Moi je croyais qu'il y avait que mon type de crise. Donc oui, c'est hyper enrichissant. Je me répète, pardon. Non, mais vous avez raison de le dire. C'est important. Je trouve que c'est une phase qui peut être importante pour le patient comme pour la famille, de partager en fait ce qu'on vit plutôt que de le garder pour soi, d'avoir l'impression qu'on est seul dans son coin. On est bien d'accord. On est bien d'accord. je me tourne vers vous, Léa, justement. Je crois que vous, de votre côté, vous l'avez vécu, l'éducation thérapeutique. Vous le vivez toujours d'ailleurs ou pas ? Non, je ne l'ai pas vécu. J'ai juste fait mes dernières séances lors de l'opération pour mon épilepsie, justement, ce qu'il y a à connaître aussi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Florent, qui lui était patient expert à ce moment-là, qui expliquait. Mais ça faisait du bien, en fait, justement, dans ces cas très précis, parce que même si l'épilepsie est une maladie très connue et très répandue, l'opération pour l'épilepsie l'est encore moins. Et donc là, ça faisait du bien d'être ensemble et de pouvoir parler, en tout cas, de qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu peux ne pas faire ou quoi. C'était très enrichissant de savoir ça et ça me détendait un peu plus. Surtout, ça me relaxait par rapport à ça. Oui, ça fait lâcher, quelque part, ça fait lâcher un peu la pression, quoi. C'est ça, parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul, encore une fois, c'est comme vous l'avez dit. Donc oui, ça fait du bien. Après, il y a quelque chose qui est assez délicat ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez nous le dire, Véronique, mais quand on dit l'épilepsie, en réalité, on dit que chaque épilepsie vit, je sais pas comment dire, mais qu'il y a autant d'épilepsie qu'il y a d'épileptiques. C'est pas simple, du coup, de proposer des programmes qui aillent à tout le monde, si ? Non, c'est effectivement, il y a plein de types de crises d'épilepsie différentes, plein de pathologies épileptiques différentes, c'est vrai. Mais du coup, alors quand c'est en individuel, je cible vraiment, puisque j'ai pris connaissance du dossier du patient, donc je sais quel type de crise, quelle pathologie épileptique dont il est atteint, donc c'est plus simple entre guillemets, ou ciblé. Après, quand c'est des ateliers d'éducation collectif, c'est vrai que on va parler, donc le médecin quand il aborde les crises, ou nous dans le jeu quand on aborde les crises, donc on va aborder les différents types de crises. Et du coup, les parents souvent rebondissent sur ce que dit le professionnel en face et dit oui, mais mon enfant il fait ce type de crise. Mon enfant, alors l'autre parent va dire moi mon enfant fait ce type de crise. Et du coup, en fait, c'est vraiment l'interaction qui fait que le médecin peut expliquer après pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ce type de crise. Donc c'est du collectif, mais le temps d'échange permet quand même de parler de façon individuelle. Il y a quelques instants, Léa, vous nous disiez de pouvoir discuter avec Florent. Ça vous a permis de libérer de la pression. Vous vivez pas pourtant avec la même épilepsie tous les deux. Est-ce que le fait d'échanger, de vous rendre compte que peut-être vous vivez les choses différemment, ça vous permet quand même de libérer cette pression et de se dire, bon, ok, on n'a pas exactement le même type d'épilepsie, mais on se comprend. Oui, parce que la situation est commune. Je veux dire, même si c'est la partie du cerveau inverse qui est touchée, ça reste de l'épilepsie, donc ça reste des visites médicales, des des EEG, des hospitalisations, des examens à n'en plus finir, et des médicaments. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça reste quand même très similaire. Ce que dit Léa, Véronique, c'est aussi tout le parcours qu'on vit quand on suit un traitement épileptique. C'est aussi votre rôle d'essayer d'alléger cette démarche protocole qui peut être un peu lourd, justement que ce soit par le TP ou par les rencontres collectives.
Alléger, oui et non. Essayer de leur faire comprendre le pourquoi du comment. Après, il faudra toujours faire des EEG de contrôle. Il faudra toujours venir aux consultations. Donc voilà, on va pas allonger, on va pas faire en sorte que la prise en charge soit différente, mais essayer de leur faire comprendre le pourquoi du comment on fait ces examens, pourquoi le rythme est proposé comme ça, pour que après justement à partir du moment où ils comprennent, on adhère mieux. Une fois qu'on comprend les choses, on adhère mieux aux choses, quoi. Je vous entends, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous prenez du temps, justement, avec les patients. Pourtant, on a l'impression que quand on parle de neurologie, le temps, on n'en a pas beaucoup. Non, du temps, on n'en a pas beaucoup. Des patients, on en a énormément. Et oui, j'essaie de me prendre toujours le temps qu'il faut. Parce que si vous essayez de faire trop vite en fait, ça fait un effet inverse. Donc, moi, je préfère me prendre le temps pour vraiment expliquer les choses tranquillement avec des mots simples. Pour les enfants, j'utilise, j'ai un cerveau en 3D que je peux leur montrer. Quand j'explique ce que c'est une crise, je fais des comment dire, des petites mimiques. Enfin, j'utilise beaucoup mon corps pour parler. Ouais. Ce qui permet de mieux faire comprendre, peut-être de mieux faire passer certains messages. Quoi, hein. C'est ça, tout à fait. Dans un instant, on va écouter le témoignage de Florent et Léa sur leurs expériences respectives en termes d'éducation thérapeutique. Je pense qu'avec Florent, on reviendra sur le patient expert quand même. C'est quelque chose que vous avez soulevé. Ça m'intéresse de voir quelle est pour vous l'importance du patient expert. Le temps peut-être juste d'écouter un titre que vous avez choisi, Florent. Oui. Et c'est quoi ce titre ? C'est Almost Cut My Hair. C'est une chanson du premier groupe de Neil Young que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup ce chanteur et surtout parce qu'il est épileptique aussi. Et ça ne l'a pas empêché de faire une très belle carrière. Et bien justement, on l'écoute maintenant. On écoute un des grands titres de Neil Young maintenant sur RCN. 10h, 11h sur RCN et puis c'est tout. 10h40 ce matin, nous parlons ensemble de l'éducation thérapeutique et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Léa et Florent, tous deux effectivement vous souffrez d'une épilepsie et chacun de vous deux a participé à un moment donné à une éducation, à une ETP, éducation thérapeutique. Lequel de vous deux veut me raconter en premier son parcours ? On commence par vous, Florent ? Oui, je vais commencer. Moi, j'ai été donc diagnostiqué en 2017, j'avais 27 ans. Et c'est quelques années plus tard, en 2023, que ma neurologue m'a proposé en fait de prendre contact avec mon l'IPA, donc infirmière de pratique avancée, qui organisait des ateliers pour alors les deux aspects, donc c'est-à-dire moi pouvoir apprendre des choses, réapprendre des choses, comme on en parlait tout à l'heure, notamment autour des médicaments, des traitements, qu'est-ce qu'on fait quand on oublie son traitement, ce qui moi arrivait assez souvent, ce qui est d'ailleurs arrivé le matin où j'ai participé à cet atelier, lorsqu'on en parlait avec une pharmacienne, j'avais pas pris mon traitement. Donc voilà, j'ai fait le mauvais exemple. Voilà. Quelque part, ce qui vous a permis de rediscuter. Exactement. Avec mais je me suis pas fait gronder, hein, ils ont été très sympas. Et en plus, quand on était à l'hôpital, ils sont venus me chercher mon médicament. Donc c'était super. Et ensuite, le lendemain, je suis resté à un autre atelier, plus pour faire profiter de mon expérience. Donc moi, j'avais fait une SEEG, donc c'est une stéréoencéphalogramme, qui est une sorte de pré-opération, puisqu'en tout cas, on a une opération qui permet de localiser vraiment très précisément la zone épileptogène en vue d'une éventuelle opération. Voilà. Et donc, comme il y avait plusieurs personnes qui qui allaient faire éventuellement cette opération, pour toutes ces personnes, c'était quand même assez rassurant, je pense, d'avoir quelqu'un qui était déjà passé par là. Voilà. Donc, j'ai pu expliquer mon parcours et peut-être les rassurer. Tout à l'heure, Véronique, qui est donc aussi infirmière référente ETP à Strasbourg, nous parlait du bilan éducatif partagé et donc des besoins. Qu'est-ce que vous vous attendiez ou quels étaient vos besoins quand vous avez intégré cette ETP ? Moi, j'en avais pas vraiment, puisque c'est vrai que j'étais un peu dans une routine, moi, en fait, où j'arrivais à peu près à gérer mon épilepsie, même si je suis pharmaco-résistant, donc ça faisait un peu partie de mon quotidien. Donc j'y suis allé un peu par curiosité. Et voilà, et sans avoir de réelles attentes, j'ai quand même réappris notamment à bien prendre mes médicaments.
C'est important. Oui, et puis voilà, pouvoir rencontrer, comme on le disait tout à l'heure, d'autres personnes. C'était la première fois que j'ai rencontré d'autres personnes épileptiques, et ça, c'était super. Comment est-ce que chacun fait pour se souvenir des médicaments qu'il a pris dans la journée? Donc moi, à l'issue de ça, par exemple, j'ai pris une application d'accord. qui me rappelle un peu tous les jours, est-ce que tu as bien pris ton médicament? Puis il y a des petits smileys si on l'a bien pris ou pas. C'est pratique. Mais chacun avait sa technique et puis on a pu échanger. Voilà. Donc, moi, j'avais pas vraiment d'attente, mais finalement, ça a été très bénéfique. Et du coup, ça a répondu aux attentes que vous n'aviez pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous parliez tout à l'heure de l'importance du patient expert, et je crois que vous êtes intervenu, c'est ça, en tant que patient expert vous-même? Oui, alors bon, j'avais pas vraiment cette étiquette, mais en tout cas, oui, je suis resté le lendemain pour parler de cette SEEG, voilà, qui peut un peu effrayer au début. Moi, j'y étais allé sans rencontrer de personnes qui l'avaient fait. Après, moi, j'ai la chance de prendre les choses en général assez bien. Donc, et quand même, j'étais un peu stressé avant l'opération. J'allais vous demander, est-ce que ça vous aurait changé quelque chose si vous aviez rencontré un patient qui vous aurait expliqué cette SEEG avant d'y passer? Oui, ça m'aurait sans doute rassuré, puisque même si je prends les choses assez bien, c'est sûr que la veille de l'opération, j'étais quand même pas très très rassuré. Et puis, voir son ressenti, c'est toujours bien, ça permet de mettre les choses en perspective. Voilà, après, comme on disait, chacun a son propre ressenti, chacun vit les choses différemment, mais ça m'aurait sans doute aidé, rassuré. Ça, c'était en 2023, hein. Je crois que vous avez pratiqué le TP. Oui. Et depuis, vous n'avez pas ressenti le besoin de retourner ou de vous proposer J'ai pas eu trop le temps. Ouais, c'est une question de temps. Mais en tout cas, si je le referais, sans doute, avec plaisir. Tant pour moi, pour certaines questions, éventuellement, quant à la suite de mon parcours, et pour faire profiter de mon expérience aussi des personnes qui ont été diagnostiquées plus récemment. Je me tourne vers vous, Léa. Vous avez rencontré justement Florent lors de votre ETP. C'est un peu les mêmes questions que je vais vous poser, mais donc vous, c'est dans le cadre de cette intervention chirurgicale que vous avez pratiqué le TP, l'éducation thérapeutique? Avant cela, je l'avais, parce que j'ai été diagnostiquée en 2021. Oui. Et suite à cela, on m'a assez rapidement orientée vers Madame Rohrer, l'IPA, qui m'a proposé le parcours. Et en fait, étant dans le domaine médical, pour moi, disons que je suis étudiante médecine. D'accord. Donc, j'avais pas forcément eu de problème pour comprendre ce qu'était l'épilepsie et les médicaments. Mais je l'ai plus fait pour mes proches. C'est pour ça que c'était plus simple pour qu'eux comprennent. Donc, j'ai fait toutes les séances. Donc, les séances sur les médicaments, séances sur le mode de vie, parce que c'est vrai que l'épilepsie a bouleversé tout mon mode de vie. J'avais 20 heures de conduite à mon actif. J'avais pas encore passé le permis. Aujourd'hui, à ce jour, mon code n'est plus valide, du coup, parce que ça fait 5 ans. Mais c'était plus pour mes parents que je les ai amenés dans ce genre de séance. Et maintenant, et suite à cela, quand on m'a proposé la chirurgie, parce que j'étais également pharmacorésistante, j'ai rencontré Florent. Et c'est vrai que ça m'a rassurée déjà sur la stéréo-électroencéphalographie. Et ensuite, la chirurgie. Parce que je savais que ça pouvait dire oui ou non. Parce que le principe, c'est cartographie. Et si parfois il y a trop de foyers épileptiques, on ne peut pas faire. On peut pas. Sinon, c'est trop dangereux. Ou alors, on perd une de ses fonctions. Et bon, là, je suis en cours pour. Là, j'ai fait ma SEEG. Et je me fais opérer le 7 juillet. D'accord. Donc, une belle évolution qui se prépare pour vous. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Vous l'avez fait au départ aussi pour rassurer vos proches. C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose pour eux? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que déjà, ma mère étant déjà assez stressée de base. Le fait de savoir que j'ai une maladie chronique, ça lui a rajouté du stress. Parce qu'en plus, on doit penser aux médicaments, on doit penser aux rendez-vous médicaux, machin. Ça s'enchaîne, c'est très rapide au début. Surtout quand on est diagnostiqué, c'est tous les mois. On a plusieurs rendez-vous par semaine, des fois. Donc, c'est beaucoup. On a un suivi psychiatrique à côté. Donc, pour elle, ça l'a... En tant que mère, c'est normal. Quand c'est pas à nos enfants d'être malades, entre guillemets. Donc, le fait d'aller dans ces séances, je pense que ça l'a rassurée. De savoir que c'était bien pris en charge et qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Et qu'elle avait des moyens, pour elle en tout cas, de m'aider. Donc, encore une fois, si j'ai pas mes médicaments, elle peut aller chercher pour moi. Savoir quoi faire pendant une crise. Donc, voilà. Surtout ça qui l'a aidé.
Oui, donc pour vous, ça c'est hyper important. Enfin, si je vous entends, ça a été important pour votre mère. Ça l'est aussi quelque part en retour pour vous? Oui, d'un côté, parce que déjà, ça m'aidait en plus, parce que même si j'avais le côté médical, tout ce qui était les sorties, le fait de ne pas boire, de machin, ça m'aidait aussi à, du coup, me réajuster dans ma vie. Donc, ça m'a permis ça, à mon niveau. Et c'était très intéressant en fait. Et en plus, ces rencontres aussi, ça Alors fait beaucoup justement, de bien. parlons-en, parce que c'était la deuxième question que je voulais vous poser, c'est l'aspect rencontre du patient expert. Florent nous l'a dit, son deuxième jour, il a souhaité pouvoir partager son expérience. Et vous, c'est là que vous le rencontrez. C'est ça. Racontez-nous ce que ça a fait pour vous de rencontrer un patient qui vous explique son expérience de quelque chose que vous allez vivre bientôt. À ce moment-là, j'entends. Alors, c'était rassurant d'un côté, parce que déjà de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être pharmacorésistants et donc aptes à la chirurgie. Mais d'un autre côté, si je me permets de dire ce qui s'est passé, la SEG n'a pas marché sur Florent. D'accord. Et lui ne pouvait pas se faire opérer. Donc j'avais cette crainte à nouveau de peut-être ça marche pas. Mais d'un autre côté, ça marche pas et il vit bien. Ça permet de voir justement les voilà. figures qu'on ne souhaite pas. Mais voilà. Oui, moi je trouve ça incroyable que ça fonctionne pas chez vous, mais vous allez quand même témoigner auprès d'autres personnes. Il y a une volonté dingue de pouvoir partager son expérience et de faire avancer les autres. Oui, je trouve ça parfaitement bénéfique pour tous. Donc, ouais. Puis moi, je le vivais bien, donc à ce moment-là, j'étais pas cloîtré chez moi. Donc après, si en soi, l'SEG a marché, mais a permis vraiment de démontrer que vous pouviez pas être opéré. Puis bon, finalement, pour moi, la vie continue. Hein, c'était la vie d'avant. Il n'y avait rien finalement qui avait changé, quoi. Et donc, si je reviens à ce témoignage, Léa, vous, donc ça vous a effectivement allégé, en tout cas permis de mieux comprendre. C'est ça. Ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est très long, parce que même si j'ai eu cette séance en combien 2023. En 2023, j'ai eu ma SEG en 2024. Donc c'est vrai qu'entre-temps, il y a beaucoup de temps qui s'est passé et moi, j'ai du mal à me souvenir. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu flou de ce dont je m'en souviens, mais je me souviens avoir été heureuse en sortant de ça, savoir qu'il y avait d'autres personnes et qu'on ait pu discuter suite à ça, savoir comment ça a été, comment ça va aller, comment ça se passe même, parce que c'est vrai que les médecins nous l'expliquent, mais c'est plus simple de l'avoir du point de vue du patient, comment ça se passe, comment on fait suite à cela. Donc c'était très intéressant en tout cas. Et ma mère était là aussi, donc ça l'a aussi lui permis de comprendre ce que ça allait peut-être être. On entend à Véronique, je vous ai entendu comme moi, je me souviens avoir été heureuse en sortant de là. C'est fort d'entendre ça quand même. Non, moi j'entends ça aussi régulièrement lors des ateliers d'ETP collectifs. En fait, au début, quand j'appelle les parents pour leur proposer les ateliers collectifs, c'est sûr que chacun a son travail. C'est parfois compliqué de se libérer une demi-journée. Pour les adolescents, c'est toujours sur un temps scolaire, une demi-journée de temps scolaire, puisqu'on ne le fait pas pendant les vacances, puisqu'il y a beaucoup de parents d'enfants qui partent en vacances. Et du coup, parfois, régulièrement, ils sont un petit peu réticents à venir, en se disant oui, mais ça va nous ramener quoi en plus? Donc, j'essaye d'argumenter, de leur expliquer et tout ça. Et voilà, parfois, j'en appelle bien plus que de gens qui viennent. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et une fois que cet après-midi est terminé, qu'on est au moment du goûter et qu'il y a ce temps d'échange, en fait, on voit les ados entre eux dans un groupe en train de parler, d'échanger, de se donner des numéros de téléphone, des portables, de se dire mais toi tu as vécu ça comment ça s'est passé, comment tu vis actuellement, comment ça se passe au collège pour toi ou au lycée pour toi, et les parents entre eux, pareil, en train de continuer leur discussion qui a déjà été débuté lors de l'après-midi, et puis à la fin tout le monde part avec un gros sourire, et puis j'entends souvent qu'on me dit mais pourquoi vous m'avez pas invité plus tôt? Oui, enfin quand même. J'ai essayé. C'est ça, c'est pas que j'ai pas essayé, mais bon. Mais alors il y a une question quand même que je me pose, Véronique, et je voulais poser, pour être honnête vis-à-vis de nos auditeurs, je voulais poser aux antennes aussi, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas finalement dès le diagnostic, l'éducation thérapeutique auprès des patients? J'ai
l'impression que des maladies comme le diabète, par exemple, c'est programmé tout de suite dès qu'on sort de l'hôpital. C'est vrai que pour le diabète, il y a des choses très terre à terre à pouvoir faire, c'est-à-dire mesure de la glycémie, adapter les traitements par rapport à la glycémie mesurée et tout ça. Alors, je ne dis pas qu'en épilepsie c'est différent, il y a aussi des notions qu'il faut avoir, mais en épilepsie, c'est proposé au début. C'est vrai que c'est proposé au début, mais c'est parfois compliqué quand du jour au lendemain, déjà votre enfant ou vous venez de faire une crise, vous êtes aux urgences, on vous donne le diagnostic. C'est compliqué d'assimiler tout ça. Ensuite, de se dire, maintenant, voilà, on a des séances de TP, machin, on va se voir et tout ça. Donc, ça dépend des familles, ça dépend du patient, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que nous, en neuropédiatrie à Strasbourg, on propose le TP tout au long. Et c'est ce qui normalement est fait. C'est que l'éducation thérapeutique est proposée tout au long du suivi. Donc, soit au début, quand on sent que effectivement les patients, les parents, les aidants sont déjà ouverts à entendre plein de choses. Et puis il y a des choses qu'on fait, conduite à tenir en cas de crise, administration du traitement d'urgence, conduite à tenir en cas d'oubli de prise des traitements. Ça, c'est des choses qu'on essaye de faire ou qu'on fait tout de suite au début, puisque c'est hyper important de pouvoir gérer une crise d'épilepsie, de savoir ce qu'il faut faire et tout ça. Et après, souvent, à distance, il nous arrive de reprendre les choses de façon plus posée, plus calme, et de reprendre d'autres choses aussi. Donc, voilà, c'est vrai qu'on le fait tout au long. Alors, l'émission se termine déjà et peut-être une question très rapide que je vais vous poser à tous les trois et particulièrement, je pense, à Léa et Florent. C'est qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souffre d'épilepsie aujourd'hui et qui se pose la question de l'ETP ? Quel conseil vous leur donnez ? Évidemment d'y aller, de ne pas hésiter, de poser déjà la question à son neurologue et puis ne pas hésiter à y aller si, évidemment, c'est disponible autour de lui. Léa ? Moi, je dirais surtout d'y aller, de ramener ses parents ou ses aidants dans ces moments-là, si les aidants ont du mal à comprendre la maladie. Surtout s'ils ont du mal à assimiler le concept, à comment gérer les crises et tout ça. Je pense que c'est très important aussi pour les autres d'y aller plus que la personne, bien sûr la personne principale, mais de ramener des parents, des amis peut-être. Des gens qui seront à un moment donné touchés par votre maladie. Véronique, en un mot, vous, c'est quoi le conseil que vous donnez ? Rapprochez-vous de votre neurologue, neuropédiatre qui s'occupe de vous et voyez avec lui s'il y a un programme de TP. Je suis sûre qu'il y en a un. Alors, je suis sûre qu'il y en a un en neuropédiatrie à Nancy et en neuro-adulte Nancy, puisque je connais les deux IPA. Et même sur Strasbourg, il y a toujours un programme de TP épilepsie ouvert et ce n'est qu'un plus. Voilà, vous verrez, vous viendrez peut-être comme nos petits adolescents, il faut que j'y aille, mais vous repartirez avec le sourire, avec plein d'informations, c'est bien de l'avoir dit, Véronique, merci à vous. Avant de se quitter, Aurore, on a quelques ressources qu'on veut vous proposer. Oui, alors on aura notamment les adresses d'unités spécialisées, justement, sur Nancy et sur Strasbourg. Il y aura aussi des guides, à la fois pour les personnes épileptiques et les aidants. Et il y aura, par exemple, une courte vidéo pour savoir c'est quoi le TP et pour aller plus loin, un webinaire. Et vous trouverez tous ces liens sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez l'intégralité de l'émission. Merci Léa et Florent d'avoir témoigné à notre micro et merci pour la confiance que vous nous faites. Merci Véronique Stahl, je rappelle que vous êtes infirmière référente au TP au CHRU de Strasbourg et membre du conseil d'administration d'Épilepsie France. Merci à vous trois d'être venus dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir et nous on va se quitter, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission. On sait déjà Aurore de quoi on parlera ? Oui, on parlera de la transition enfant-adulte. Et voilà, ce sera un vaste sujet encore dans un mois sur RCN. Belle journée à tous et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org